Bienvenue à tous sur Nexus Horizon AI. Ici Sarah. Imaginez un instant, on est un mardi matin en 2030. Vous êtes encore au lit, le réveil vient de sonner, mais vous entendez déjà de l'activité dans la cuisine. Une odeur de café frais, le bruit caractéristique de la machine à expresso. Vous descendez, et là, debout devant le plan de travail, une silhouette humanoïde d'1,70 m replie soigneusement votre linge de la veille, avec une délicatesse effrayante avant de vous tendre votre tasse. Pas un mot, juste un léger sifflement hydraulique, presque imperceptible. C'est le confort absolu, n'est-ce pas Thomas ? Bonjour Sarah. Oui, vu comme ça ressemble à une pub des années 50 version futuriste, l'utopie domestique. Mais si tu regardes par la fenêtre de cette maison de 2030 et que tu fixes l'usine d'assemblage automobile au bout de la rue, l'image change radicalement. Le parking est vide, pas une seule voiture d'ouvrier. Pourtant, l'usine tourne à plein régime. À l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une dark factory, une usine sans lumière. Parce que les milliers d'ouvriers qui s'y activent n'ont pas besoin de voir comme nous. Ils n'ont pas besoin de pause, pas de syndicat, pas de vacances. Ce sont les mêmes machines que celles qui est dans ta cuisine. Et c'est là que le rêve vire un peu au vertige. C'est exactement le sujet qui nous brûle les lèvres aujourd'hui. On a beaucoup parlé de l'IA générative, ChatGPT, Midjourney, qui s'attaquait à l'esprit, à la création. Mais là, on parle de la deuxième vague, l'IA physique, le corps, le grand remplacement, mais version mécanique. Thomas, on a l'impression que tout s'est accéléré ces 12 derniers mois. Avant, voir un robot marcher, c'était un exploit de laboratoire. Aujourd'hui, on a Tesla avec Optimus, Figure, Agility Robotics. On en est où concrètement ? C'est de la hype ou c'est réel ? C'est incroyablement réel, Sarah. Et pour comprendre la vitesse du truc, il faut regarder en arrière. Il y a 10 ans, les robots de Boston Dynamics, tu sais, le fameux Atlas, faisaient des parcours impressionnants. Mais c'était des machines hydrauliques, lourdes, bruyantes et surtout préprogrammées pour un parcours précis. Si tu déplaçais une caisse de 10 cm, le robot se vautrait lamentablement. Ce qui se passe aujourd'hui avec Tesla Optimus ou Figure 01, c'est radicalement différent. On a greffé un cerveau, une intelligence artificielle dans ces corps. Donc, ils ne suivent plus un script, ils voient et ils comprennent. Exactement. Prends la vidéo de Figure 01 qu'on a vue récemment. Le robot est devant une machine à café. Il insère la capsule, appuie sur le bouton. Ça a l'air bête, hein ? Sauf qu'il a appris à le faire en regardant des vidéos d'humains. Il a compris la physique de la capsule, la résistance du levier. C'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones end-to-end. L'image entre par les caméras et l'ordre moteur sort directement vers les mains. C'est fluide, c'est naturel et surtout c'est généralisable. C'est ça qui est fou. On s'est toujours demandé pourquoi on s'obstinait à faire des robots à forme humaine. Je veux dire, une roue, c'est plus efficace qu'une jambe, non ? R2D2 roule, il ne marche pas. Pourquoi cette obsession de l'humanoïde qui est techniquement un enfer à stabiliser ? C'est une excellente question et la réponse est purement pragmatique. C'est à cause de nous. Nous avons construit ce monde pour l'humain. La hauteur des poignées de porte, la largeur des couloirs, la hauteur des marches d'escalier, la forme des outils, les volants des voitures. Tout est standardisé pour un bipède d'1,70 m avec 2 mains et des pouces opposables. Si tu veux un robot capable de remplacer l'humain partout, sans avoir à reconstruire toutes les usines et toutes les maisons, il doit avoir la forme humaine. C'est le facteur de forme universel de notre civilisation. D'accord, donc l'humanoïde est la clé passe-partout. Mais parlons des choses qui fâchent, ou plutôt des choses qui font peur. Le coût. Elon Musk a annoncé qu'il visait un prix pour Optimus inférieur à celui d'une voiture, autour de 20 000 $. Si c'est vrai, ça change tout le calcul économique, non ? Ça ne change pas le calcul, ça le pulvérise. Faisons les maths ensemble, c'est assez brutal. Disons que le robot coûte 25 000 $, maintenance comprise. Il a une durée de vie de, 5 ans. Il peut travailler 20 heures par jour, 7 jours sur 7. Il n'a pas besoin de sécurité sociale, de retraite, de mutuelle. Si tu divises le coût d'achat par le nombre d'heures travaillées sur sa durée de vie, tu arrives à un coût horaire ridicule. On parle de 1 ou 2 $ de l'heure. 2 $, c'est moins que le salaire minimum dans n'importe quel pays développé et même moins que dans beaucoup de pays en voie de développement. C'est là le choc. Jusqu'à présent, la mondialisation consistait à délocaliser les usines là où la main-d'œuvre était moins chère. En Chine, puis au Vietnam, au Bangladesh.
Mais aucun humain, nulle part sur Terre, ne peut survivre avec 2 dollars de l'heure en travaillant 20 heures par jour sans dormir. Donc, l'avantage comparatif de la main-d'œuvre humaine disparaît. Pourquoi s'embêter à gérer une usine à l'autre bout du monde, avec les coûts de transport et les risques géopolitiques, quand tu peux avoir une armée de robots dans ton entrepôt en banlieue de Lyon ou de Détroit qui coûte moins cher? Ça veut dire une relocalisation massive de l'industrie, ce qui pourrait être une bonne nouvelle sur le papier, mais une destruction massive de l'emploi peu qualifié. On a paniqué pour les graphistes et les traducteurs avec l'IA générative, mais là, on parle des magasiniers, des ouvriers à la chaîne, des aides à domicile, des maçons. Oui, et la vitesse de déploiement sera fulgurante. Regarde Amazon. Ils testent déjà le robot Digit d'Agility Robotics dans leur centre de tri. Pour l'instant, c'est expérimental, mais le jour où le robot est 10% plus efficace et 50% moins cher que l'humain, la bascule se fera en quelques mois, pas en quelques années. Les actionnaires ne laisseront pas le choix aux entreprises. C'est une pression économique irrésistible. On risque de voir une fracture sociale béante entre ceux qui possèdent les robots et ceux qui sont remplacés par eux. C'est terrifiant et fascinant à la fois. Mais il y a un autre aspect, Thomas, plus psychologique, plus viscéral. Tu parlais tout à l'heure de la fluidité des mouvements. Quand je regarde les vidéos des derniers robots figures ou même du dernier Atlas électrique, j'ai un frisson. C'est ce qu'on appelle la vallée de l'étrange ou l'uncanny valley. Absolument. C'est ce concept théorisé par le roboticien Masahiro Mori dans les années 70. En gros, plus un robot ressemble à un humain, plus on le trouve sympathique, jusqu'à un certain point. Quand il devient trop réaliste, mais qu'il reste quelques micro-défauts, un regard un peu vide, une saccade dans le mouvement du cou, notre cerveau bug. Il ne le classe plus comme machine, mais comme cadavre animé ou humain malade. Ça déclenche une répulsion instinctive, un mécanisme de défense biologique. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de traverser cette vallée, non? Les mouvements deviennent tellement fluides qu'on commence à ressentir, je ne sais pas, de l'empathie. C'est le danger inverse, Sarah, l'anthropomorphisme. On va projeter des émotions sur cet tas de ferraille. Si ton robot domestique fait tomber une assiette et baisse la tête avec un petit bruit triste, tu vas avoir envie de le consoler. Les constructeurs le savent très bien. Ils vont designer ces machines pour hacker notre empathie. Imagine un robot assistant pour les personnes âgées. S'il a une voix douce, des gestes attentionnés, la personne va s'attacher. Elle va oublier que c'est une machine de surveillance connectée au cloud. Ça me rappelle le film Her, mais avec un corps physique. On risque de voir des gens préférer la compagnie de leur robot, qui est toujours d'accord, toujours serviable, jamais fatigué, avouons-le, compliqué et décevant. C'est le risque de l'isolement social ultime. Mais il y a aussi la question de la violence. Si ces robots nous ressemblent trop, est-ce qu'on aura le droit de les maltraiter ? Si tu frappes un robot qui ressemble à un enfant ou à une femme, même si c'est du métal et du plastique, qu'est-ce que ça dit de toi ? Est-ce que ça banalise la violence envers les humains ? Le droit va devoir évoluer à une vitesse folle. Pour l'instant, frapper un robot, c'est de la dégradation de matériel, comme rayer une voiture. Mais quand la voiture te regarde dans les yeux et te demande pourquoi tu fais ça, c'est une autre histoire. On nage en pleine science-fiction, sauf que c'est pour demain matin. Littéralement. Avant de conclure, Thomas, une note un peu plus technique. On a vu les progrès fulgurants de l'IA. Mais qu'est-ce qui bloque encore? Pourquoi je ne peux pas acheter mon Optimus chez Darty ce week-end? C'est la batterie? La batterie est un gros goulot d'étranglement, oui. Faire bouger 80 kg de métal avec des moteurs puissants, ça consomme énormément. Aujourd'hui, on a peut-être 4 heures d'autonomie en usage intensif. C'est pas assez pour une journée de travail complète sans recharge. Mais le vrai défi reste la fiabilité sur le dernier centimètre. Attraper un œuf sans le casser, c'est facile. Attraper un trousseau de clés qui glisse dans les coussins, c'est un cauchemar de calcul physique. La dextérité fine, le toucher, la sensibilité de la peau humaine, on en est encore loin. Nos mains sont des merveilles de l'ingénierie biologique avec des milliers de capteurs. Les robots ont encore des pinces glorifiées. Donc on a encore un tout petit peu de temps pour se préparer. Juste un peu. Quelques années tout au plus, le temps que le hardware rattrape le software. Mais ne nous y trompons pas, la course est lancée et les capitaux investis sont colossaux. Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, ils mettent tous des milliards sur la table. Ce n'est pas un projet de recherche, c'est la prochaine révolution industrielle. La révolution des cols bleus de silicium. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage à la fois passionnant et, disons-le, un peu anxiogène. C'est le rôle de Nexus Origin Eye, non ? Regarder le futur droit dans les yeux, même quand ce sont des yeux de caméra haute définition. Joliment dit. Merci à tous de nous avoir écoutés. Préparez-vous, le futur a déjà franchi le pas de la porte. À la semaine prochaine.